Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour les polyphonies d'Orlan. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous une question qu'on retrouve parfois, lorsqu'il est question de musique, il s'agit de la virtuosité. Et c'est une chose qu'on peut rencontrer assez facilement, même lorsqu'on l'on n'est pas un grand mélomane. Disons que la virtuosité, on peut la voir, on peut la subir même parfois, sans même prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière. Et ça me rappelle une histoire quand j'étais étudiant. J'ai eu un jour une discussion avec une de mes camarades à ce propos. Et c'était, disons qu'en plus de ses études de musicologie, elle était violoniste à 16 heures, et on parlait de Paganini, et j'avais découvert les caprices de Paganini, j'en étais tout impressionné, et donc c'était ma personnalité, ça l'est toujours d'ailleurs, quand je suis un peu impressionné par quelque chose, quand j'aime beaucoup quelque chose, j'aime bien le partager un peu naïvement. Et sa réaction a été très déroutante pour moi, je dirais même elle a été ambiguë, parce que la virtuosité a été décriée tout de suite. Elle m'a dit: «Non, mais ça, c'est des études, nous, les violonistes» pardon, parce qu'elle était plus musicologue que violoniste. Mais, nous, les violonistes, voilà, pour nous, c'est que des études. Et c'était très bizarre pour moi. Vous savez, moi, je suis un peu naïf devant les réactions des gens, parce que je comprends pas. D'abord, ça s'appelle caprice, ça s'appelle pas étude. Mais effectivement, ce sont des études pour violon. Mais surtout, je me suis dit: «Mais zut, elle m'avait parlé d'une étude de Chopin il y a, 1 semaine». Et donc, pour Chopin ça va, pour Paganini ça ne va pas. Donc j'avoue, j'ai pas trop compris sa réaction. Ce que j'en ai retiré, et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est que la virtuosité est assez décriée, mais admirée secrètement. Voilà, ça on peut le dire. Moi-même, je dois dire que j'ai un rapport assez spécial avec la virtuosité. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien voir de temps en temps des performances, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Vous voyez? Il faut bien faire la différence entre écouter de la musique et voir une performance. Et en plus, je dois rajouter un élément important, c'est que, c'est quelque chose de très personnel, je fais rarement attention au nom des interprètes, contrairement au nom des compositeurs. Ce qui m'intéresse, c'est les compositeurs et leur musique. Je dis pas que j'ai raison, hein, mais je vous dis que c'est comme ça que je fonctionne. Les interprètes, oui, bien sûr que je connais quelques interprètes, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Si vous devez commencer à connaître tous les grands interprètes de tous les instruments, ben, vous en avez pas fini. Et donc, donc à un moment donné, il faut faire des choix. Et j'ai une réelle difficulté déjà à retenir les noms. Pour moi, c'est une maladie, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, si en plus je dois m'infliger le fait de connaître tous les grands interprètes, voilà. Non. Ce que je fais, c'est que je vais écouter des interprétations et je vais choisir celle que j'aime bien et puis voilà, peu importe le nom. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Bon, mais revenons au virtuose. Pour faire simple, le virtuose, c'est un musicien doté de compétences et d'une technique qui sort de l'ordinaire. Pour prendre une définition plus complète, je peux prendre la définition de Paul Metzner qu'il écrit dans son Crescendo du virtuose. C'est une personne qui se présente devant le public, déployant tous ses talents, dont le principal est une compétence technique de haut niveau. Une personne dont la réputation et la fortune grandissent grâce à la manifestation de ses talents. Vous avez une première base, mais vous allez voir, on va aller un peu plus loin que ça. Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la pratique virtuose, ou plutôt cette idée de haute technicité, elle se retrouve depuis que l'être humain existe. Il s'est toujours trouvé des gens pour vouloir dépasser les difficultés qu'ils rencontraient dans leur domaine. Donc on peut très bien imaginer que des musiciens qui passent leur temps à jouer d'un instrument de musique, peu importe les âges, eh bien ils vont se perfectionner et atteindre un niveau très virtuose. D'accord? Donc la pratique virtuose se retrouve bien avant l'existence du mot qui lui-même est inventé au XVIe siècle. Et vous allez voir que c'est important de revenir sur l'histoire du mot virtuose, ou virtuoso, parce que ça vient de l'italien,
Parce que vous allez comprendre qu'il y a un glissement dans la compréhension de ce mot. Et c'est très important, je le dis de manière générale, quand on utilise des mots, il faut bien avoir conscience qu'il y a l'étymologie, c'est vrai, il y a le premier usage, et puis l'usage qui peut varier avec le temps. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Alors, virtuoso, au départ, ça désigne tout autre chose que ce qu'on entend aujourd'hui. C'est un terme honorifique qui couronnait une personne qui se distinguait dans un champ artistique ou intellectuel. Ça pouvait être un poète, un académicien, un architecte. Bon, tout ça c'est possible. En musique, le terme pouvait désigner un interprète talentueux, mais il était plus souvent utilisé pour qualifier un théoricien ou un compositeur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une vertu morale qui va être associée au don artistique. Les deux sont étroitement liés. Et dans virtuose, vous pouvez entendre vertu, effectivement. 1703, on a Sébastien Brossard, dans son dictionnaire de la musique, qui va proposer une définition du mot virtuose, donc 1703, hein, début du XVIIIe siècle. Et dans sa définition, Brossard envisage la question du savoir musical et des règles théoriques de composition. C'est intéressant, hein, parce que début XVIIIe siècle, le mot passe en français, il n'est pas question d'exécution, il n'est pas question d'interprète. On a des exemples de virtuoses qui sont nommés, qui sont désignés, et un des plus célèbres, c'est Arcangelo Corelli. C'est un compositeur baroque italien qui est très très important pour le violon notamment, et il peut être désigné ainsi. Et alors, il faut regarder un peu sa vie, et on constate qu'il voyage peu, et il est associé au mécénat d'église et de cours. C'est-à-dire qu'il est devant un public très particulier, un public qu'il ne paye pas directement. Il n'a pas besoin de remplir les salles, il est attaché à une cour, on va dire, de noblesse ou une cour d'église, si vous comprenez. Et ce sont des nobles ou c'est l'institution religieuse qui va le payer pour ses services. Donc c'est très très différent du virtuose auquel on peut penser aujourd'hui, qui est obligé de faire de la publicité, remplir des salles et qui vit sur son public. Donc ça, c'est la première chose. Et pourquoi on peut le désigner comme virtuose? Eh bien, selon le premier sens qu'on donnait au terme, c'est-à-dire une vertu morale et un don artistique, et les deux sont étroitement liés. C'est un compositeur, on récompense le compositeur avant le technicien ou l'interprète. Alors comme pièce de Corelli, je peux vous citer, il y en a pas mal qui sont connus, mais sans doute la plus connue pour le violon, c'est La Folia, tirée de sa sonate pour violon opus 5 numéro 12. Et c'est une conclusion du cycle de 12 sonates qu'il propose, et c'est une très belle conclusion, je dois dire. La Folia, c'est un thème et variation. Pour parler de la forme, c'est un thème qui est suivi de 23 variations. La folia, c'est une danse portugaise et c'est très très connu. Le thème est très connu, vous l'avez peut-être déjà entendu. Ça fait comme ça. Pim, pim, pam, pam. Pim, pim, pararam. Tam, pam, pim, pam. Pim, pa, tim, pa, ta. Taram, pa, etc., etc. Et donc, vous avez le thème qui est exposé et les variations, eh bien, elles vont être prétexte justement à explorer euh, énormément de procédés d'écriture. Et donc, il faut imaginer que le thème et variation, c'est parfois une écriture difficile pour les interprètes, c'est-à-dire que à exécuter, c'est pas facile. Mais dites-vous aussi qu'à composer, c'est pas toujours évident parce que le thème et variation, au départ, le principe est simple. Vous prenez un thème musical et puis vous allez varier. Mais attention, dans ces variations, il y a une unité, parce qu'il faut quand même que c'est une pièce qui est ensemble, vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut qu'il y ait une cohérence dedans, mais aussi il faut qu'il y ait de la variété pour qu'on ne s'ennuie pas à l'écoute justement de ces variations. Et donc Corelli, qu'est-ce qu'il fait?
eh bien, il propose une diversification maximale des procédés d'écriture. On a beaucoup d'ornements, des modifications mélodiques et rythmiques. Il y a des variations polyphoniques, aussi un équilibre entre le violon et la basse. Parce que parfois le thème va passer au violon, et puis hop, du violon il va passer à la basse. Et vous avez des variations qui vont même, c'est très intelligent je trouve ça, c'est qu'ils se répondent. Vous écoutez une variation et puis hop, la suivante, en fait, on bascule, il y a un effet miroir dedans, ce qui permet de justement lier un peu tous ces éléments-là. Aussi, on va trouver des éléments virtuoses dans beaucoup de thèmes et variations. Pourquoi? Parce que c'est un moyen aussi de mettre en scène justement la musique. On a un seul thème, on a plusieurs variations, et donc on permet de chaque fois, chaque nouvelle variation, c'est d'une nouveauté, tiens, c'est quelque chose, ah, j'y avais pas pensé. Et parfois, on peut jouer sur des contrastes, mais on peut aussi jouer sur des surprises. Ça va? Donc voilà, écoutez la Folia parce que c'est vraiment très joli, c'est très connu et c'est très bien. Alors, on peut citer aussi, toujours à l'époque baroque, un autre virtuose pour le violon, c'est Giuseppe Tartini. Je le cite parce que c'est sans doute le virtuose pour violon le plus connu au XVIIIe siècle. Il est célèbre pour son jeu et ses talents de pédagogue. Donc ça, on le mentionne. Et alors, ce qu'on retient de lui, je le cite, c'est la sonate del diavolo. C'est, en français, on dit la sonate des trilles du diable. Les trilles, c'est le fait de jouer deux notes très rapidement qui sont collées l'une à l'autre comme ça. Vous pouvez le faire sur les claviers, vous pouvez le faire au violon, vous pouvez le faire dans plein d'instruments en fait. Mais donc les trilles du diable. Et alors, si vous voulez écouter les trilles du diable, c'est le troisième mouvement, Andante Allegro Adagio. Voilà, c'est le troisième mouvement de la sonate. C'est une sonate pour violon seul, et elle contient des trilles en double corde. Et pourquoi c'est les trilles du diable? Parce que c'est techniquement, elles sont très très difficiles à faire, en tout cas, c'est ce qui est souvent dit. Et alors, pour la petite histoire, et je la dis parce que vous allez voir que c'est important. Tartini aurait écrit cette sonate après un rêve dans lequel le diable lui aurait joué une si belle pièce qu'il était lui-même incapable de la retrouver à son réveil. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de recomposer d'après ses souvenirs de son rêve, et ça a donné la sonate des trilles du diable. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non, c'est pas vrai. C'est une histoire qu'on raconte évidemment après. Mais cette figure du diable, elle est intéressante et elle me mène à un autre violoniste, sans doute le plus grand violoniste qui a jamais existé. Vous le connaissez tous et toutes, il s'agit de Niccolò Paganini. Paganini, c'est un homme de spectacle qui cultive le mystère sur sa personne et qui pratique l'art de la mise en scène. Il va créer toute une mythologie autour de lui, alors lui-même, ou plutôt même de manière plus intelligente, il va laisser les autres créer ça, mais en les guidant un peu. On trouve en effet toutes sortes de légendes autour de Paganini. Vous avez des légendes noires comme quoi il aurait tué quelqu'un, qu'il aurait même pris ses boyaux pour faire ses cordes de violon. Enfin, voilà, évidemment que non. Mais, et alors c'est très particulier parce que ces légendes noires, les gens en raffolent. Je sais pas pourquoi. Imaginons que je sois invité à un concert d'un violoniste et on m'explique que ce violoniste a tué quelqu'un et a remplacé ses cordes par les boyaux de la défunte personne. Moi, je vais pas écouter le concert, hein. Moi, je vais téléphoner à la police et on va l'enfermer parce que c'est dangereux quand même. Donc, les gens sont les gens, qu'est-ce que vous voulez? Ils aiment bien les légendes noires. Autre chose, c'est sa grande maigreur. Il est très mince et il va cultiver ça très pâle, un air maladif. Vous voyez, comme s'il avait fait un pacte avec le diable. Beh, tout ça, ça s'explique de manière plus platement, hein. Vous savez pourquoi il était maigre, très pâle et qu'il avait l'air maladif? Bah, parce qu'il était malade. Il était atteint de la syphilis, il paraît. Donc, c'est moins glamour, c'est moins vendeur, effectivement. Mais c'est intéressant parce que justement, cette mise en scène est très importante pour le virtuose au XIXe siècle. Et vous allez voir, on va expliquer tout ça après. Paganini prétendait aussi ne jamais travailler son instrument. Oui, oui, bien sûr.
hein. Il ne travaille jamais son instrument, alors que toutes les techniques du jeu du violon étaient montrées au public et poussées à leurs plus extrêmes limites. Voilà, ça c'est intéressant aussi. 1832, il arrive à Paris. Et à Paris, il fait entendre un concert, et dans le public, on a un compositeur très important que j'aime beaucoup, Franz Liszt, encore lui, mais Liszt, il est partout, hein. Voilà, ne pensez pas, alors je l'aime beaucoup, mais ne pensez pas que j'ai une manie avec lui. Disons que c'est un des compositeurs les plus importants du 19e siècle, je pense, et on ne le met pas assez en avant aujourd'hui, parce qu'il a fait énormément de choses. Donc Liszt l'entend et décide de suivre sa voie pour le piano. Ça, c'est aussi important de le dire. Paganini, il s'est exprimé davantage dans les genres qui pouvaient le mettre en valeur, c'est-à-dire concerto, les études, les variations. Donc, vous voyez, c'est une mise en scène en fait. Et j'insiste sur ce mot-là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, mais c'est fait exprès. Alors, vous pouvez écouter par exemple donc, dans les concertos pour violon, moi j'aime bien le troisième mouvement du concerto pour violon numéro 1. Le thème, qu'on entend dès le début du mouvement, ça fait un peu, pariram pam 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 pim, pam pariram pam pam pim, pam param param pariram pam 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 pim, pam prira pim pam 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 param param, et cetera, et cetera. Donc écoutez-le, mais de manière générale, bah, écoutez les concertos de Paganini si vous voulez. Dites-vous quand vous écoutez un concerto de Paganini, n'écoutez peut-être pas tout en entier d'un coup. C'est prenez un mouvement et concentrez-vous dessus, parce que le but, c'est de montrer la virtuosité. La virtuosité de qui? De Paganini. Paganini qui surpasse tous les autres, d'accord? Et vous avez compris peut-être que le mot virtuose qui désignait, pardon, quelqu'un d'une grande vertu associé à une grande technique, mais niveau théorique et de composition, avec Paganini, on bascule, hein. C'est fini, hein. Là, on est dans le sens actuel du mot virtuose, parce que la vertu, quand vous êtes associé au diable, soi-disant pour faire vos basses œuvres, pas très jojo, hein, tout ça. Donc, vous voyez, il y a un basculement, et on va voir d'où vient ce basculement. Et je le dis tout de suite, Paganini, c'est un des archétypes du virtuose. Ce glissement se fait progressivement au cours du XVIIIe siècle. Et pour parler de ça, je peux parler d'un exemple de compétition qu'on a eu entre deux pianistes, deux compositeurs, c'est Mozart et Clementi. Bon, tout le monde connaît Mozart. Clementi peut-être un peu moins, encore que si vous avez étudié le piano un peu, vous avez joué sans doute une de ses œuvres, ou une sonatine, ou une sonate. Et pour vous dire, c'est intéressant parce que les deux vont concourir, et alors vous vous dites, bah, Mozart a gagné. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Euh, Mozart aurait perdu, justement, le, comment dire, la compétition entre les deux. Alors, c'est pas très important, c'est pas très officiel, mais bon, ça se fait à la cour, donc c'est quand même devant un auditoire très réduit. Mais Mozart perd, et c'est intéressant parce que on pourrait dire que Mozart, c'est le virtuose de l'ancien temps. C'est celui qui, au niveau, qui connaît son instrument, qui est là pour, qui aime la musique, qui connaît la musique, qui veut mettre en valeur la musique et non lui-même. Et Clementi, c'est plutôt un virtuose qui s'expose, qui se met en scène lui-même. Et Mozart ne l'aime pas beaucoup, hein, d'ailleurs, parce qu'il va le traiter de charlatan, de mechanicus, c'est-à-dire quelqu'un qui sait écrire techniquement des choses qui sont impressionnantes quand on les regarde d'un point de vue technique, mais où il n'y a pas de sens. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est gratuit. C'est de la difficulté gratuite qui ne sert à rien. Ça va? Et pourtant, c'est Clementi qui va être la voie suivie par les virtuoses du XIXe siècle. Autre élément que je peux donner, c'est qu'on a l'épanouissement de deux genres importants, l'opéra et le concerto. L'opéra, ça renvoie aux castrats. Donc les castrats, ce sont ces chanteurs, surtout baroques, à qui on va couper les testicules avant la puberté. C'est une pratique assez horrible qui heureusement a disparu.
Mais le plus grand des castrats, son nom sort encore aujourd'hui, et surtout il y a eu un film il y a des années maintenant, mais c'est Farinelli. Farinelli, et donc il va impressionner les foules. Mais attention, c'est réservé à une petite élite. Il faut bien imaginer, l'opéra, tout le monde ne va pas à l'opéra. Le concerto, c'est intéressant parce que ça permet de mettre en avant un soliste face à un orchestre. C'est-à-dire que vous avez l'orchestre qui est une grosse machine, et en face de lui, vous avez un seul instrumentiste qui doit faire face. Et donc il y a un jeu en fait d'équilibre entre les deux, mais aussi on peut imaginer un jeu de discussion ou de bagarre, de bataille. Et qui gagne? Le virtuose, le soliste, ou bien l'orchestre dans son entièreté. Et quand vous êtes seul face à une foule et que vous gagnez, bah, c'est vous qui êtes mis en scène. Ça va? Ça ne veut pas dire que tous les concertos sont pensés comme ça, mais le concerto, ce sera un moyen pour justement pouvoir exposer sa virtuosité. Et des virtuoses, attention, hein, au 19e, il y en a pour tous les instruments. Vous prenez par exemple le concerto pour trompette de Hummel, vous pouvez écouter le troisième mouvement, le rondo, qui est assez chouette à écouter, qui est pas très long et qui est assez impressionnant. Mais gardez ça en tête, impressionnant, parce que c'est très important. 19e siècle, parce que c'est ça qui nous intéresse, la virtuosité, celle qu'on connaît aujourd'hui, elle connaît ses heures de gloire au 19e siècle. Et 19e siècle, on a des changements profonds dans la société musicale. Un, on passe d'abord d'une évolution du mécénat aristocratique vers une économie de marché qui est fondée sur le concert. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que maintenant, on a un public qui va payer ses places. Et donc, vous devez conquérir ce public. Donc, c'est pas du tout la même chose que d'avoir un mécène. Un mécène qui, vous travaillez pour lui, qui va vous payer peut-être de manière régulière. Vous avez une place et vous êtes, disons, assuré pour en tout cas un certain temps travailler là. Ici, non. C'est chaque concert, vous devez faire en sorte de rameuter assez de gens qui vont venir vous écouter. 19e, c'est aussi le siècle romantique. Donc on a la construction de héros qui doivent conquérir seuls l'espace de la scène musicale. Et ça, c'est pas facile parce qu'il faut bien imaginer que si aujourd'hui c'est assez courant de voir autant que d'écouter des récitals où vous avez un instrumentiste qui va seul sur scène devant une très grande scène, à l'époque c'est pas du tout le cas. Donc ce sont vraiment des héros, des entrepreneurs solitaires qui réussissent en affaires évidemment, et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet justement de contribuer à la fabrication du virtuose, qui est un être unique, exceptionnel, qui a des talents et qui peut se permettre un peu tout ce qu'il veut, puisqu'il est au-dessus des autres. Il arrive à faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Donc, on a la création d'un rapport de pouvoir. Le public réagit au pouvoir du virtuose, comme technicien, comme interprète et comme personnalité. Et là, je vous donne une description, par exemple, de Beethoven. Beethoven, avant d'être un compositeur, c'était un pianiste, et il a dû arrêter parce que il devenait sourd. Mais c'était un très grand pianiste, si on en croit certains témoignages. Et vous avez une description de Beethoven par Sir John Russell. Dès qu'il s'assied au piano, on se rend compte qu'il n'est plus conscient que de la musique. Les muscles de son visage gonflent, les veines sont saillantes, les yeux fous roulent dans l'orbite, les lèvres frémissent, et Beethoven semble être un sorcier dominé par le démon qu'il a lui-même suscité. Vous voyez, c'est intéressant parce que la figure qu'il donne de Beethoven, c'est une figure assez effrayante. Il serait en communication avec l'au-delà, hein, voilà. Il fait venir des démons, hein. On n'est pas loin de l'image du diable associée à Paganini. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il donne une description physique du virtuose. Et c'est important de le comprendre parce qu'au XIXe siècle, on va être en présence d'une véritable idolâtrie des virtuoses et de leur corps.
euh, Hermann Hesse parle de listomanie à l'époque où Liszt fait ses concerts. C'est intéressant parce que, ben, imaginez, vous avez Liszt qui va conquérir les foules et je suis désolé, mais c'était une rockstar qu'on pourrait dire, si vous voulez. Et vous avez des femmes qui vont jeter des lettres, des bouquets, des petites culottes, comme ça, parce que Liszt était connu hein, pour ça quand il était jeune. Donc voilà. Bon, mais quelle horreur. Quelle énergie vous perdez avec tout ça. Donc, il doit faire face justement à ça. Et on a beaucoup de caricatures. Vous avez des caricatures de Liszt, où vous avez Liszt très mince comme ça, qui est là en train de dompter le piano. Vous avez des torrents de notes qui sortent du piano comme ça, qui se transforment en or. C'est vraiment très intéressant, hein. Et alors, vous en avez une autre de caricature. Tous les grands virtuoses vont être caricaturés. Et il y en a une que j'aime beaucoup parce que vous avez Liszt qui va avoir un très grand rival pendant quelque temps, c'est Sigismond Thalberg. Et Sigismond Thalberg, on le représente d'une manière très différente. Il y a une caricature que j'avais trouvée, il est très nonchalant. Il est face à trois pianos, il y a un piano face à lui, un de chaque côté, et il va jouer. Et alors je crois qu'il a 8 mains. Et il joue avec une petite cigarette comme ça, et puis il joue les yeux à moitié fermés, il joue un peu partout. Et détail que je trouve magnifique, c'est qu'il a 2 mains dans les poches. Voilà. Il est tellement virtuose qu'il peut avoir deux de ses mains dans les poches, il n'a pas besoin de jouer tout en même temps. Donc vous avez ces corps qui sont mis en scène chaque fois, d'accord? Et alors attention, parce que dès le 19e siècle, on a une méfiance d'une partie de la critique, qui trouve tout ça creux, vide de sens. Le virtuose attire la lumière sur lui et non sur la musique. Et ça, c'est important de le comprendre. En réalité, la musique qui est composée par ces virtuoses est souvent un moyen de se mettre en valeur. Je vous parlais de Thalberg, eh bien, arrêtons-nous sur lui un moment, sur peut-être l'œuvre la plus intéressante qu'il produit, c'est sa fantaisie sur Moïse d'après Rossini. Ce genre de fantaisie est très à la mode dans la première moitié du 19e siècle. On a beaucoup de compositeurs et d'interprètes qui vont écrire justement des fantaisies. Mais c'est quoi? Donc en fait, ils vont prendre des opéras qui sont très à la mode, des thèmes dans ces opéras, et ils vont les utiliser, ils vont faire des sortes de pot-pourri avec tous ces thèmes comme ça que normalement les gens ont été écoutés à l'opéra et qu'on retrouve là. Et avec ça, eh bien, c'est très utile pour mettre en avant leur virtuosité, justement. Et donc, dans cette fantaisie sur Moïse, Moïse, donc c'est un opéra de Rossini, qui était très à la mode à l'époque, hein. Aujourd'hui il est un peu moins écouté, mais Thalberg va s'amuser avec toute une série d'airs différents. Je pense que le morceau, il dure à peu près 16 minutes. Mais attention avec chaque fois les durées que je vous donne, c'est pour vous aider, parce que si je vous dis le nombre de mesures, ça vous dira rien. Et je vous donne les nombres de minutes. Mais il faut toujours faire attention que ça dépend de l'interprétation. Si l'interprète joue plus lentement, ça va durer plus lentement. S'il joue plus vite, ça durera moins longtemps. Ça va? Donc, dites-vous, c'est des à peu près. Donc, elle dure à peu près 16 minutes. Et c'est une composition qui m'a tellement, je peux vous dire le mot qui m'a choqué. Parce que j'avais comme habitude d'écouter sur internet, avec partition, de pièces. Maintenant on peut le faire, hein, c'est très facile. Sur YouTube, vous allez, vous avez l'encadré, la partition, et puis vous écoutez la musique en suivant la partition, c'est assez chouette. Et je le faisais pour des pièces connues et pour des pièces pas connues. Moi j'aime bien découvrir des nouveaux compositeurs, des compositrices. Donc voilà, je tombe sur Thalberg, je connaissais pas du tout à l'époque, j'étais étudiant, puis je vois que c'est pour piano, allons-y, on écoute. Et j'écoute et c'est très chouette, je dois dire. Il y a des thèmes, évidemment les thèmes sont variés, parce qu'il y a plusieurs thèmes de l'opéra qui sont mis en avant, et puis il va s'amuser à les triturer dans tous les sens. Et après 10 minutes, où il va dans tous les sens sur le clavier, il va donner l'air le plus attendu de l'opéra, et il le met en scène. Tout le monde a écouté cet opéra, donc tout le monde sait que le thème le plus important, il n'est pas encore venu. Et le thème le plus important, c'est celui-là. Pidom, podom, podidori, dodi, pidodidom, podori.
Padim, padam, padidai, padim, pidadadadidadi. Voilà, et ça continue comme ça. Donc, je vous dis, il le met en scène, hein, il prépare le public et il commence, alors que c'était très virtuose avant, très calmement avec le thème. Et pendant à peu près 6 minutes, il va s'amuser avec ce thème-là. Tout le reste, tout ce qu'il y avait avant, c'était juste une mise en bouche, parce que le vrai spectacle va commencer. Il commence un thème et variation. Au départ, c'est très calme. Et puis, il va augmenter l'intensité au fur et à mesure jusqu'au clou du spectacle. Ce sont des arpèges sur tout le clavier. C'est-à-dire que, à la main gauche, il fait des arpèges. À la main droite, il fait des arpèges qui vont jusqu'au bout du clavier et il revient. Mais il faut imaginer, pendant 3 minutes, il fait des allers-retours comme ça, des arpèges, mais des arpèges monstrueux, hein, c'est vraiment... Imaginez, il part du milieu du clavier, et puis il fait un arpège jusqu'au bout du clavier, et puis il revient, et puis il repart, et puis il revient, et puis il repart, et puis il revient, et puis il repart, et puis il revient, puis il repart, puis il revient, comme ça pendant 3 minutes. Et en même temps, avec les deux mains, donc il a les deux mains occupées avec ses arpèges, et en même temps, il va continuer de jouer la mélodie centrale. Et je vous jure que quand j'ai écouté la première fois ce morceau-là, je suis arrivé à ce passage-là, j'ai eu une larme qui m'a coulé de l'œil, tellement j'étais choqué de voir ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible. Et vraiment, écoutez-le, parce que c'est très joli à écouter, mais c'est super impressionnant, justement. Et pendant 3 minutes, je vous dis, il fait ses arpèges, ça s'arrête pas. Il continue sans fin. Et tout est fait pour choquer, pour impressionner le public. C'est ça qu'il faut retenir de la musique virtuose. C'est que c'est fait exprès pour faire ça. Et alors, j'en viens au plus grand de tous les virtuoses. Le plus grand de tous les virtuoses, il n'y a aucune discussion là-dessus, c'est Franz Liszt. Et la question, c'est pourquoi Franz Liszt, c'est le plus grand de tous les virtuoses. Donc il a cette compétition avec Thalberg qu'il va remporter. Il le remporte doublement, d'abord dans l'histoire, parce qu'on parle beaucoup plus de Liszt que de Thalberg aujourd'hui, mais aussi déjà à l'époque. En fait, Liszt, si vous voulez, il est le mariage parfait entre l'ancienne forme du virtuose, qui est celui qui associe la vertu avec les bonnes techniques de composition théorique, etc., et le technicien hors pair. D'accord? D'abord, Liszt, la figure qui l'accompagne, c'est pas le diable, c'est Dieu. Ah, bon, pour la vertu, Dieu, c'est quand même plus intéressant, hein. Mais, voyez, c'est ça qu'il fait. Liszt, il faut imaginer qu'il invente le récital. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la condition du virtuose. Puisque Liszt invente le récital. Jouer seul, je vous l'ai dit, sur scène, ça allait pas de soi à l'époque. Le piano, pourquoi est-ce que le piano, ça a si bien marché? Et pourquoi est-ce que le piano seul, ça va beaucoup plus facilement que le violon seul? Parce que le piano, seul sur scène, c'est possible. D'abord, c'est une grosse machine, donc ça occupe de l'espace. Ensuite, avec le piano, vous pouvez simuler l'orchestre, en quelque sorte. D'accord? Surtout, attention, hein, je vais le dire, surtout grâce aux améliorations, au développement et au renforcement de l'instrument. Parce que pendant les années 1830-1840, quand Liszt parcourt l'Europe à faire des concerts partout, d'accord? Eh bien, c'est intéressant parce que Liszt explique lui-même qu'il avait en général 2 pianos préparés sur la scène. Et pourquoi il avait 2 pianos préparés sur la scène? Parce que les pianos n'étaient pas si renforcés que, que ça par rapport à aujourd'hui. Et donc, il arrivait qu'il pouvait en péter un. Et quand il pétait un piano, ben, c'est pas grave, il allait à l'autre et il continuait son concert. Donc, imaginez, il crevait des pianos en série. Mais en série. Et alors il raconte même une anecdote qui est mais terrible, c'est que une fois qu'il était à Vienne, alors il le dit, hein, une fois, je pense que c'était à Vienne, j'ai cassé les deux. Donc il a cassé les 2 pianos, et 2 autres ont dû être amenés durant l'entracte.
C'est complètement fou de vous imaginer ça. Donc écoutez la musique de Liszt, vous pouvez écouter les rhapsodies hongroises, notamment la rhapsodie hongroise numéro 6, si vous voulez vous donner une idée justement de ça et de la violence qu'il peut y avoir sur le clavier. Le virtuose, je vous dis, est un héros, mais c'est un héros qui reste prisonnier de son public. Pour vous expliquer ça, je peux vous raconter l'anecdote avec Lambert Massard. Lambert Massard, c'est un violoniste belge, virtuose lui aussi, et il doit jouer une sonate de Beethoven, la sonate à Kreutzer, avec Franz Liszt. Et ils vont commencer tous les deux à jouer, et là vous avez quelqu'un dans le public qui va dire non, 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 on veut Robert le Diable. Robert le Diable, c'est un opéra de Meyerbeer, et en fait, Liszt a écrit une fantaisie sur Robert le Diable. Et donc Liszt est là en train de dire au départ, non mais on va d'abord jouer la sonate, et puis après on va jouer la fantaisie, pas de problème. Parce que ça se fait parfois que le public décide, parce que ça permet de mettre en valeur le pianiste, évidemment, l'instrumentiste, qui dit, bon, choisissez-moi un petit thème, et puis je vais vous montrer des trucs dessus. Et donc, il explique que, voilà, on va d'abord jouer la sonate avec Monsieur Lambert, et puis après... et puis après, si vous voulez, je vais jouer la fantaisie. Et le public a dit non. Non, 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 non. Non, non, rien du tout. Tu vas d'abord jouer la fantaisie, et puis voilà. Donc, Liszt a dû demander à Lambert Massard de quitter la scène pour pouvoir jouer sa fantaisie sur Robert le Diable, satisfaire le public, et puis jouer la fameuse sonate de Beethoven. Ah, c'est fou hein, quand on y pense. Hein. Mais voilà, vous avez des exemples comme ça. Et ça montre que le récital est à chaque fois un combat. Il y a une nécessité pour le virtuose de conquérir le public. Et il n'y arrive pas tout le temps. Ici, c'est un exemple où il a dû céder face au public, mais finalement, il a eu le dernier mot, d'accord, mais il a cédé. Mais vous avez d'autres exemples où vous avez Liszt qui, je me demande si c'est pas à la Scala de Milan, il va jouer une de ses études d'exécution transcendante. Donc, c'est des études pour piano qui sont très difficiles, et il se fait coupé par une personne du public qui lui lance, donc il faut imaginer, hein, pendant le concert, il y a quelqu'un qui se lève, qui lui dit qu'il est au théâtre pour se divertir, pas pour étudier. C'est fou, hein? C'est fou. Et ces adaptations des études, parce que les études au départ, c'est un genre qui est très sérieux, qui est pas très aimé des instrumentistes, parce que les études, c'est pas très musical au départ, c'est plutôt technique. Vous avez plein d'études. Si vous avez fait du piano, vous connaissez les études de Czerny, la plupart, et Czerny le dit lui-même, il compose la musique pour les concerts, et puis il compose de la musique technique pour apprendre justement son instrument. Eh bien, au 19e, vous avez de plus en plus de compositeurs qui vont composer des études de concert. L'exemple le plus connu, c'est Chopin. Vous avez Liszt qui fait ça aussi, mais vous avez aussi, par exemple, Charles Valentin Alcan. Vous pouvez écouter Le Festin d'Ésope, qui est aussi très chouette à écouter. Pourquoi Liszt est le plus grand? Ou le seul, pour paraphraser la princesse Cristina Belgiojoso. Alors, cette princesse, il faut imaginer, c'est celle qui avait fait le concours, organisé le concours entre Thalberg et Liszt, et à la fin du concours, eh bien, elle aurait dit à le plus grand des pianistes, c'est Thalberg, mais Liszt est le seul. Voilà. Alors pourquoi Liszt est le seul? Ben, beaucoup de talent, une technique incroyable, un très grand charisme, mais, Liszt utilisait son pouvoir à des fins musicales. Liszt voulait conduire l'auditeur vers une expérience musicale plus profonde. C'est ça la différence aussi. Bien sûr, en fait, il sort, parce que je ne vous dis pas tout, mais vous le savez si vous avez écouté les épisodes précédents, Liszt, il compose de la musique pour orchestre, il est tout entier tourné vers la musique. D'accord? Et donc, il arrive à dépasser ce statut du virtuose technicien à virtuose, comme à retourner dans l'ancienne compréhension du terme. Donc, il arrive à renouer justement les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ne tombez pas dans les pièges grossiers des télévisions ou des chaînes internet qui veulent focaliser votre attention sur le seul aspect technique. Combien de fois je ne vois pas, alors sur internet c'est très développé aussi, où vous avez euh, un étudiant du conservatoire ou quoi, et qui va écouter une musique, qui va montrer une partition, et puis qui va faire «Oh,
What the fuck? Oh, oh, oh. Oh, arrêtez avec ça, hein. Franchement, c'est ridicule. What the fuck, d'abord, c'est très vulgaire, faut pas le dire. Et ça ne vous rend pas plus intelligent de le dire. Ça va? Donc, ne focalisez pas votre... Moi, je vous dis la vérité, j'avais un jour présenté un concerto de Paganini à mes étudiants, et alors ils étudiaient pas la musicologie, ceux-là, mais j'avais un étudiant qui, soi-disant, faisait du violon. Alors il connaissait pas les concertos de Paganini, donc déjà je me pose des questions, mais c'était surtout, il était très impressionné par la technique, et j'avais envie de lui dire, mais attends, on écoute de la musique, donc la musique c'est bien plus que de la simple technique. Sortez de la technique. Bien sûr qu'on peut aller voir une performance, qu'on peut être impressionné par la technique, mais n'oubliez pas que c'est fait exprès pour vous impressionner. Donc pour vous, en quelque sorte, tromper. C'est ça qu'il y a derrière la virtuosité purement technique, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Le virtuose, il est là pour attirer votre regard vers lui. C'est lui le héros. C'est pas le compositeur, c'est pas la musique, c'est pas vous. Donc, il faut bien faire attention à ça. Quand un professeur donne un cours, pourquoi il n'y a pas beaucoup de professeurs virtuoses? Parce que le professeur, en tout cas dans l'acception du 19e siècle, il ne veut pas, normalement, le bon professeur, il ne veut pas attirer la lumière sur lui. La lumière peut rejaillir un peu sur lui, c'est vrai, mais normalement, il veut faire en sorte que c'est son objet, c'est ce dont il parle, qui est écouté. Donc, faites attention à ça. Le virtuose, pourquoi on le critique? Parce qu'il cherche à tromper en quelque sorte le public, par toute cette mise en scène, par un peu de mascarade parfois. Donc retenez, la musique, c'est bien plus que ça, comme je l'ai dit juste avant. Je vous remercie et vous souhaite bonne écoute, bien sûr.